parce que cette finale de Roland-Garros c'était absolument dingo et les joueurs espagnols, pendant la reconnaissance pelouse, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont regroupés autour des téléphones pour voir ce qui se passe entre Alcaraz et Sinner. C'est pas dingue ça? Hein, Pedri qui dit viens voir ce qui se passe. Ça fait énorme, ça fait énorme. Ils vont disputer une finale de Ligue des Nations, ils sont occupés à guetter le résultat de la finale de Roland-Garros. C'est important que ça. Non, c'est parce que Roland est très important. Ben oui. Oui. Accueillons Fred Verdier. On tenait absolument à l'avoir avec nous ce soir. Merci Fred d'être en direct quelques minutes avec nous. Est-ce que vous êtes l'homme le plus heureux du monde après avoir commenté cette finale de légende? Ouais, cuisine. Oh bah oui, c'est totalement prodigieux. Franchement, je m'attendais à tout, mais pas un truc comme ça quand même. Une espèce de truc complètement démentiel. Je veux dire, c'est la légende, quoi. J'ai vraiment vu la légende s'écrire une fois de plus. Hein. Je suis un privilégié, mais sous mes yeux. Voilà, j'avais la plus belle terrasse et la plus belle cabine du Central pour moi, quoi. Je vois ça et j'en crois pas mes yeux parce que il se passe, il y a 5 matchs en un seul. Donc effectivement, oui, ça a été un bonheur jusqu'au bout. Et en plus, c'était dépassionné pour mon compte personnel puisque j'avais pas soit un joueur que je trouvais absolument insupportable ou moins méritant et un autre dont j'étais absolument fanatique. Je veux dire, j'étais très content que l'un des deux gagne, quel qu'il soit. Donc j'ai pu vraiment plonger dans le pur sport. Et ça, quand ça arrive, c'est prodigieux. Racontez-nous comment c'était à Roland-Garros, Fred. Vous l'avez commenté pour Prime, évidemment. Le côté un peu irréel, irrationnel, complètement hors du temps de cette finale qui s'est disputée, on le rappelle, en 5h29. C'est la finale la plus longue de l'histoire de Roland-Garros. Oui, elle explose de 3/4 d'heure, la finale Villander-Villas, dont j'ai revu quelques extraits il n'y a pas longtemps. Je peux vous dire qu'il y a des longueurs, donc c'est pas du tout le même genre de tennis. Mais là, ça a commencé, d'abord il faisait très beau, 15 000 personnes, les gens étaient chauffés à blanc, mais toujours très, très sportifs. Et pareil, il n'y avait pas un des deux qui était nettement plus encouragé que l'autre. Donc ça a commencé très bien. Et tout de suite, on se dit, Sinner est vraiment monstrueux. Je rappelle qu'il n'avait pas perdu le moindre set du tournoi. Et là, il s'en fait en fait 2 de plus. Ça fait 27 sur 20. Il semble injouable. D'autant plus qu'il va réussir à breaker en début de troisième. Et là, on se dit, bon, d'accord, on a compris, c'est terminé. Et puis finalement, ça s'équilibre. Alcaraz arrive à recoller comme ça dans le troisième set et à chaparder le troisième. Ça sent un peu le chant du cygne quand même, parce que Sinner remet le couvert dans le quatrième. Et surtout, il y a ce 5-3, 0-40. Il a 3 balles de match consécutives. Ce qui est évidemment en général rédhibitoire, parce qu'on peut se lâcher au moins sur la première, voire sur la deuxième. Il y a pas ce côté avantage ou tie-break. Donc là, on se dit qu'il va tenter des choses. Effectivement, il y a au moins 2 balles de match sur 3 où il fait la faute et il peut faire un peu mieux que ça, quoi. Et finalement, on pense pas à ce moment-là que la chance est passée. C'est pourtant ce qui va arriver, même si en fait le 5e set est extrêmement mouvementé. Alcaraz break d'entrée, on sent qu'il a vraiment le truc en main. Et inexplicablement, lui aussi, il va plonger à 5-3. Il sert pour le match et Sinner débreak dans une ambiance absolument indescriptible. Là, c'est la folie. Je vous parle même pas, je vous fais grâce du niveau de tennis, puisque on n'est pas du tout dans une tension, dans une espèce de chape de plomb. On est vraiment dans des gars qui inventent des coups pratiquement à chaque jeu. On voit des trucs de dingue. Il faut bien préciser que Sinner, c'est pas du tout le robot ou l'espèce de machine que parfois on a l'impression de voir. Il a été extrêmement inspiré, très créatif aussi dans cette finale. Fred, il est toujours dans sa finale. La fin expose tout, quoi. Fred, il est toujours dans sa finale. Je pense que dans la nuit, dans son lit, il va s'en refaire. Il va se refaire toute cette finale. Il va continuer à commenter. Il va continuer à la commenter, évidemment. Alors, Fred, avant de vous laisser filer, on est tous, on voit passer plein d'avis, de questions. Est-ce que c'était la plus grande finale de l'histoire des grands chelems entre Alcaraz et Sinner? On en a vécu des moments de légende avec même récemment avec les Nadal, les Djokovic, les Federer. Et ce soir, on en vient à se poser la question. Si on en vient à se poser la question, c'est que c'était quand même exceptionnel. Votre avis avant de nous laisser? Alors, je vais être très tranché. Sur Roland-Garros, pour moi, c'est la plus belle. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de discussion. Une finale comme ça, avec 2 joueurs qui sont en plus des monuments de fair play, de classe, c'est important aussi. C'est-à-dire qu'il y a aucun moment il y a une hostilité, une agressivité, une espèce de haine stupide. On est vraiment dans 2 gentlemen parfaits. D'ailleurs, la réaction de Sinner est génialissime à la fin et il est d'une dignité totale au moment alors qu'il a tout le malheur du monde sur les épaules. Donc,
là-dessus, je discute pas. Et le niveau de tennis a été prodigieux. Et en plus, vous avez les rebondissements. Donc, je pense qu'à Roland-Garros, on a atteint une espèce de perfection, de sommet que moi, en tout cas, j'avais jamais vu. Après, sur l'histoire du tennis, on est clairement dans le panthéon des finales, pour moi, sur les 4 grands chelems. Je pense qu'on est dans les 4-5 plus grands matchs de l'histoire, en tout cas, les 4-5 plus grandes finales de l'histoire, que j'ai vécu en tout cas. J'ajouterais la Federer-Nadal de 2017 à l'Open d'Australie. J'ajouterais la Nadal-Djokovic de 2012 à l'Open d'Australie, encore plus longue que celle-là et incroyable aussi. Et j'ajouterais évidemment la Nadal-Federer de Wimbledon en 2008. Et j'en oublie sûrement, mais vous voyez, déjà, on est sur 4-5 matchs là qui sont prodigieux. Et celui-là qu'on vient de vivre est vraiment de ce niveau. Merci infiniment Fred d'avoir été avec nous ces quelques minutes, un homme heureux qui plane encore après avoir commenté cette finale la plus longue de l'histoire de Roland-Garros chez nos confrères de Prime. Merci infiniment Fred et à très vite sur ce plateau. Vous disiez quoi VDF, pardon? Il va se faire un petit frichti derrière, il y a une petite ligne. Oui. Non. La nuit ne fait que commencer. C'est que ça creuse une finale pareille. Ah bah, exactement. La gymnastique aussi, un cerceau. Ils sont en train de disséquer la maison de Fred. Non mais franchement, intenable. Envoyons la une et on en reparle dans quelques instants évidemment de cette finale de légende. 5h29 de légende, un journal à se mettre de côté évidemment. Vous allez dans vos kiosques demain et vous le procurez. On y bien signaler que c'était pas une photo du vainqueur avec le trophée, mais qu'en fait on a eu le sentiment qu'il y avait 2 vainqueurs en fait. Parce qu'à un moment... Le trophée, c'est le match. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, il était là le cadeau. Et qu'on s'est dit, mais c'est fou, c'est rare qu'il y ait autant de parité pour 2 joueurs. Effectivement, on n'était pas dans un truc où il y avait le public qui était plus pour l'un que pour l'autre. Et que les deux ont tellement fait de miracles sur cette finale qu'on se disait, mais il faudrait qu'il y ait 2 vainqueurs. Il n'y en a eu qu'un seul, mais... Parlons d'Alcaraz et il le mérite après cette finale de légende. Homme de surface, Alcaraz. Face à... Ah oui, un homme de surface. C'était vachement 5h29 de légende. C'est votre une à se procurer donc demain. Olivier s'en remet pas. Ça allait un peu s'estomper avec Nadal, avec Federer, avec Djokovic un peu sur la fin. Ouais. Et ces deux-là nous offrent cette finale extraordinaire. Et je pense que cette finale, elle va se bonifier avec les années. Parce qu'en fait, la différence des finales qu'a cité tout à l'heure Fred, c'est que eux, ils n'ont pas encore la même aura, le même charisme, la même légende avec eux que Federer-Nadal, que Borg-McEnroe, que Djokovic-Federer, etc. Il n'y a pas encore ce truc-là. On est un peu sur des champions, je mets des guillemets, mais un peu naissants, quoi. C'est-à-dire que ça fait 1 an et demi, 2 ans à peu près, qu'on commence à bien les connaître. Et pour on va dire le public d'initiés, c'est-à-dire que la ménagère, elle ne connaît pas encore le Alcaraz et Sinner. Pas encore, alors qu'elle connaissait Federer et Nadal. Mais par contre, s'ils continuent, et ça a l'air parti pour, parce qu'ils sont seuls sur terre en ce moment, ils sont seuls sur la planète tennis, s'ils continuent à multiplier les rendez-vous, surtout de ce niveau-là, en finale, dans des grands matchs, etc., ils vont se construire cette légende-là, et alors cette finale-là, elle sera encore regardée avec d'autres yeux, c'est-à-dire la finale entre 2 monuments du tennis. Pour l'instant, c'est les 2 joueurs dominants du tennis actuel. Moi, je pense que c'est une finale sur laquelle notre regard va se bonifier avec les années. Et puis les enfants qui ont vécu ça. Exactement. Mais c'est vrai, on a eu la chance, plus jeune, d'avoir vécu des finales exceptionnelles, d'avoir grandi avec ça, et eux, on leur t'as des gens qui vont aller s'inscrire dans des clubs. Non, mais c'est vrai. Et alors, cette finale de légende, Romain, vous avez quelques éléments pour que nos téléspectateurs comprennent à quel point c'est une finale absolument fabuleuse. Oui, c'est la finale de toutes les statistiques complètes. Alors, prenons le temps. Retenir quelques-unes. Regardez, 5h29, donc la plus longue finale de l'histoire à Roland-Garros. Et c'est même la 2e plus longue finale de l'histoire en Grand Chelem. La plus longue, c'était 5h53 à l'Open d'Australie 2012 entre Novak Djokovic et Rafael Nadal. C'est aussi la première finale de Grand Chelem de l'histoire qui s'est disputée au super tie-break, donc c'est-à-dire un tie-break de 10 points à 6-6 dans le 5e set. Et puis pour la première fois, Carlos Alcaraz a gagné après avoir été mené 2-7-0. Visiblement, il a choisi le meilleur moment pour y arriver. 22 ans, hein, Carlos Alcaraz, et donc il entre dans l'histoire du tennis avec une stat qui va rester également. Exactement, par rapport à son âge, on a essayé de le comparer au meilleur, le joueur le plus jeune à avoir gagné. Il a déjà gagné 5 grands chelems. C'est Björn Borg, il avait 22 ans et 5 jours. Rafael Nadal et Carlos Alcaraz ont fait leur 5e grand chelem exactement le même jour. Le parallèle est quand même assez saisissant. Et on a fait la comparaison aussi avec les joueurs les plus titrés, avec Pete Sampras, Roger Federer et Novak Djokovic. Et bien en tout cas, pour le moment, il est en avance, Carlos Alcaraz. C'est pour ça qu'il faut souligner. Alors évidemment, les deux ont fait un match formidable. Mais Alcaraz, pas seulement parce qu'il gagne, mais parce qu'on a vu la stat, première fois qu'il gagne un match, après avoir été mené de 7-0. J'ai vu une stat qui est sortie aussi après le match.
sur des matchs de plus de 3h30, Sinner en a gagné aucun. Exactement. Et Alcaraz les a quasiment tous C'est gagnés. ça. Il a perdu une 3h50, fois. C'est ça, c'est 3h50, c'est 0,8 Sinner, 0 victoire, 8 défaites. Et Alcaraz, c'est 13 victoires, 1 défaite. Donc, il a 22 ans. C'est fou. Quand même 2 ans de moins que Sinner, ça dit beaucoup de déjà son potentiel physique. Et les 2 premiers sets, il se faisait tabasser par Sinner. Et ce changement de stratégie au 3e set, parce que n'en déplaise à Joe qui n'a pas trop aimé le match, il est monté au filet, Alcaraz au 3e set. Il n'a pas dit ça. Ah, t'as dit, ils sont jamais montés au filet. Mais le changement de stratégie d'Alcaraz au 3e set, il va au filet, il devient plus agressif. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Il était à 5-3 et 0-40 quoi, pour perdre le match. Ben, oui, mais au final, il l'a gagné. Ça, c'était le 5-3, c'était dans le 4e set. Et les 3 balles de match sauvées, et surtout, merci l'invention du super tie-break, parce que le super tie-break que fait Alcaraz, moi, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire qu'il sort tous les coups du tennis. En 10 points, il sort tous les coups du tennis. Un autre élément, tiens, la réaction d'Alcaraz au sujet de Sinner. Oui, absolument. Il a tenu à rendre hommage l'Espagnol à son opposant italien parce que c'est une rivalité qui est probablement amenée à durer. C'est un privilège de partager le cours avec toi, donc avec Yannick Sinner à chaque tournoi. On écrit l'histoire ensemble. Je suis très heureux de pouvoir partager cette histoire avec toi. Tu es une énorme source d'inspiration pour les enfants, pour moi aussi. Merci de m'inspirer autant. Il lui a donc dit face à face sur le cours, juste après la finale. On va avoir d'autres réactions, mais Jo, c'est vrai que votre regard, il est intéressant parce que même quand c'est pas forcément le style qu'on aime, cette légende-là, elle restera gravée. Ah non, cette finale-là. Je me suis pris au jeu parce que je regardais, et c'est vrai que je connaissais pas trop leur jeu sur tout un match. Je regardais des fois des sets ou comme ça, mais pas un match entier. Et là, j'ai regardé parce que c'était la finale et voir un peu comme c'est par rapport à tout ce qu'on disait sur eux, quoi. Et alors c'est pas un jeu qui m'excite au départ parce que c'est des jeux de fond de course, mais par contre je me suis pris et puis je trouve que c'est quand même assez exceptionnel ce qui s'arrive à se mettre quoi. Et puis ça dure, il y a eu quelques creux sur des moments de l'un ou de l'autre, mais ils arrivent à s'envoyer des mines régulièrement et c'est des échanges qui durent très longtemps et tu te dis le ballon pas longtemps. Ouais, tu te dis la balle est perdue, ça revient mais j'ai trouvé ça extraordinaire, même si je n'aime pas trop ce style de jeu, mais je dis bravo aux deux, parce que finalement, je pense que je vais continuer à regarder ces deux joueurs. Mais ce qui est génial, c'est que c'est quasiment le 5e set qui est le meilleur. Le niveau de jeu dans le 5e set, imagine après 5 heures de jeu. Oui, voilà, parce que ça ne drop pas. Le niveau de Parce que performance, de lucidité, de coup, c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est ça, celui que Hugo a vu. Non, mais c'est vrai que dans l'avion, il y avait le match apparemment. C'est le 5e qu'il a vu. l'avantage, C'est ça, ce qui me fait peur par contre, c'est qu'il l'a pas vu et qu'il en parle comme il en a parlé. J'ai vu les 3 Donc ce qui veut dire, ils sont forts. que quand il voit pas les matchs, il arrive à parler comme ça de foot. mais c'est ça aussi, finalement. 2027, ça veut dire